23 octobre, à la une de l'actualité de ce journal Afrique. Renforcement du partenariat algéro-belge. Ahmed Attaf et Maxime Prévost font le point sur la coopération bilatérale. Mohamed Arqab appelle à Doha à renforcer la coopération gazière et consolide le partenariat énergétique entre l'Algérie et le Sénégal. Nouvelle escalade au Soudan. Les forces de soutien rapide poursuivent les frappes de drones sur l'aéroport de Khartoum. Élections législatives en Côte d'Ivoire. Le dépôt des candidatures sera ouvert dès le 31 octobre prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Et avant de revenir en détail sur les grands titres de cette édition africaine, ouvrant ce journal avec les faits marquants de l'actualité algérienne. Je vous le disais en titre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre belge, Maxime Prévost, selon un communiqué des services des MAE algériens. Ensemble, ils ont fait le point sur le progrès réalisé depuis la visite du ministre belge en Algérie en juillet dernier. Ils ont également discuté des préparatifs pour les prochaines séances bilatérales, réaffirmant leur volonté de renforcer les relations entre l'Algérie et la Belgique. De son côté, le secrétaire d'État auprès des ministres des Affaires étrangères, Sofiane Chaïb, et le ministre de l'Énergie, des start-up et des instituts affiliés Nordine Oudah ont présidé un groupe d'échange interactif au profit des membres de la communauté algérienne, membres de projets d'investissement dans le pays d'origine ou auprès des porteurs de projets qui ont commencé les étapes de mise en œuvre dans divers formats et domaines, toujours selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Cette rencontre organisée au ministère des Affaires étrangères avec les acteurs économiques de notre diaspora établie à l'étranger et porteurs de projets constitue une première du genre. Elle répond à l'appel des autorités en valorisant l'expérience de nos ressortissants à l'étranger. En vue d'une participation qualitative au développement du pays, cette initiative nous a permis avant tout de constater la présence remarquable et engagée de notre communauté à l'étranger. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, a été reçu ce jeudi, dernier jour de sa visite en République de Corée, par le ministre sud-coréen de la Défense. Lors de cette rencontre, ils ont évalué la coopération militaire bilatérale entre l'Algérie et la Corée du Sud et examiné les perspectives de son développement afin de renforcer ce partenariat stratégique entre les deux pays. Le ministre du Commerce extérieur, Kamal Erzig, a rencontré ce jeudi à Genève la secrétaire générale de la CNU-CDE, Rebecca Crispin, pour renforcer la coopération dans le développement durable, la gestion commerciale et la promotion des exportations. Il a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à suivre les évolutions économiques mondiales et à renforcer sa place dans les chaînes de valeur internationales. Les deux parties ont par ailleurs convenu de poursuivre leur collaboration pour soutenir le développement économique en Algérie et à l'intégration régionale en Afrique et dans le monde arabe. Et le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arqab, a appelé à Doha à renforcer la coopération entre les membres du Forum des pays exportateurs du gaz face au changement majeur des marchés énergétiques. Il a souligné le rôle clé du gaz naturel comme énergie propre et pilier de la sécurité énergétique et du développement durable. Arqab a insisté sur l'importance des marchés stables d'investissement et du dialogue constructif, tout en saluant le rôle de l'Institut de recherche sur le gaz d'Alger soutenu par l'Algérie.
Et en marge de la 27e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs du gaz, les ministres des hydrocarbures de l'Algérie et du Sénégal, Mohamed Arkab et Biram Soulaye Diop, ont discuté sur le renforcement de leur coopération dans le secteur des hydrocarbures et des mines. Ils ont exprimé leur volonté commune de développer cette collaboration en un partenariat stratégique multidimensionnel. Et le groupe algérien Sonatrach a signé mercredi à Nouakchott un contrat avec la société mauritanienne des hydrocarbures pour renforcer les compétences de son personnel dans la gestion et les métiers transversaux, signés par la directrice de l'académie de management de Sonatrach et le vice-PDG de la société mauritanienne. Cet accord vise à développer la coopération bilatérale et à favoriser l'échange d'expertise via des formations adaptées aux besoins du partenaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre l'Algérie et la Mauritanie dans le domaine du renforcement des compétences et de la formation. Les axes de la coopération entre l'Algérie et l'AIEA dans le domaine des utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques et les perspectives de leur élargissement et de leur promotion ont été évoqués par son directeur général Raphaël Mariano Grossi dans un entretien exclusif accordé à la chaîne Al24 News, et ce en marge de sa visite effectuée en Algérie. On écoute. Donc plusieurs domaines liés. Je crois qu'il s'ouvre pour nous, agence et l'Algérie, un chapitre ou des pluriels fascinantes. Donc, primo, la possibilité de développer des réacteurs de puissance ici. Nous avons aussi évoqué la possibilité de travailler dans la gestion de l'eau. Vous savez qu'à travers ce qui s'appelle l'hydrologie isotopique, on peut aider les pays à mieux gérer l'eau. Et Dieu sait si ce n'est pas un thème important pour le développement, pour l'agriculture dans ces pays. Et aussi dans les domaines de la santé, la radiothérapie et l'oncologie. Et ici, je vais signaler la générosité du secteur des santé. Et donc, j'ai eu l'opportunité de parler au ministre de la Santé. L'Algérie reçoit notre coopération, mais aussi elle donne la coopération dans la formation des oncologues et des techniciens à d'autres pays africains. Donc, grâce à son expertise cumulée. Exactement. Donc, de l'expertise à des médecins, des physiciens, des femmes et des hommes qui vont travailler pour améliorer la situation de santé dans d'autres pays qui n'ont pas les capacités. Ici, en Algérie, vous avez des capacités assez développées. Donc, on vous a choisi, l'AIEA a choisi l'Algérie comme, on l'appelle en bon français, Anchor Center. Il faut dire que l'agence donne service à ses États membres. C'est un service technique qu'on donne. Et que s'il y a une demande, l'agence a eu par le passé des activités d'évaluation liées à ces activités-là. Et donc, il pourrait être les cas de revenir s'il y aurait un projet concret. La 4e conférence africaine des startups qui se tiendra à Alger du 6 au 8 décembre prochain, illustrant aussi l'ambition algérienne d'affirmer son leadership en matière d'innovation et de technologie. Cet événement, soutenu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, réunira environ 200 startups africaines avec le Rwanda comme invité d'honneur. La conférence vise également à attirer des investissements étrangers et à promouvoir une stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle. Depuis janvier 2024, plus de 50 000 auto-entrepreneurs sont déjà inscrits.
Ce qui marque la fin de notre dossier consacré à l'Algérie lors de cette édition. Nous restons au Maghreb, nouvelle tragédie en Méditerranée. La station tunisienne Mosaïque FM a rapporté que 40 migrants clandestins venus d'Afrique subsaharienne ont péri mercredi matin au large de la côte de la Tunisie suite au naufrage de leur embarcation près de Slekta dans la province de Mehdia. Parmi les victimes, plusieurs jeunes enfants, rapporte la même source, signalant que 30 autres passagers ont été sauvés par les gardes-côtes tunisiennes. Maghreb, toujours où la fronde sociale ne faiblit pas au Maroc, avec de nouvelles mobilisations qui continuent de secouer le pays. La contestation sociale continue de s'intensifier avec des voix qui dénoncent l'écart grandissant entre les promesses et la réalité. Des organisations syndicales, des instances marocaines s'accordent pour dénoncer l'absence de toute réalité concrète de l'État social tel que présenté par le régime du Marzen. Face à cette détérioration des conditions dans plusieurs secteurs, elles insistent sur le fait qu'aucune solution durable ne pourra émerger tant que la corruption demeure. Je vous le disais en titre dans le dossier soudanais, le conflit entre les forces de soutien rapide et l'armée se durcit avec une nouvelle escalade ce jeudi. Pour la troisième journée consécutive, les forces de soutien rapide ont mené une série de frappes de drones sur l'aéroport international de Khartoum et ses environs, provoquant une panique générale dans la capitale. Ces attaques qui ont débuté mardi à la veille de la réouverture de l'aéroport fermé depuis plus de 2 ans n'ont pas causé de dégâts majeur selon les sources sécuritaires. Selon les observateurs, ces frappes de drones marquent une nouvelle étape dans le conflit de haute intensité que connaît le Soudan. Quatre agences onusiennes ont lancé un appel urgent face à la crise humanitaire au Soudan. Selon ces agences, en moins 30 millions de personnes ont besoin d'aide, dont 9,6 millions de déplacés internes et près de 15 millions d'enfants, signalant que la famine déclarée l'an dernier dans certaines régions du pays persiste et la situation alimentaire reste critique. Les agences demandent un cessez-le-feu immédiat, la protection des civils, un accès sans entrave à l'aide humanitaire ainsi qu'un financement urgent pour intensifier leur intervention. Je vous le disais à l'instant, ces violences ne sont pas sans conséquences pour les Soudanais. Les agences humanitaires onusiennes ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, notamment concernant les déplacés internes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, une nouvelle vague de déplacés internes vient exacerber une situation déjà alarmante. Leila Gertal. Plus de 3000 personnes ont quitté leur foyer dans l'État du Darfour du Nord et environ 1200 autres dans les États du Darfour occidental et du Kordofan du Sud en raison de l'intensification des hostilités selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, en se référant bien sûr à l'Organisation internationale pour les migrations. Selon les estimations de l'OIM, rien que durant la semaine dernière, plus de 3000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans le Darfour du Nord, dont 1500 ont fui la capitale assiégée de l'État, la ville d'Al-Fasher, et 1500 autres ont quitté le village d'Abu Gamra. La tension a également considérablement augmenté dans le secteur du Kordofan. Le 18 octobre, 1 millier de personnes ont quitté la ville de Lagawa dans l'état du Kordofan occidental en raison de l'aggravation de la situation. La veille, un raid aérien sur le village de Mazroub dans l'état du Kordofan du Nord a fait au moins 17 morts selon les chiffres du PCA et plus de 200 personnes ont été contraintes de quitter cette zone. La situation s'est également complètement détériorée dans l'état du Kordofan du Sud en raison des bombardements d'artillerie et des attaques de drones. La ville de Dining et la capitale de cet état, la ville de Kadugli, restent assiégées. Les voies d'approvisionnement sont bloquées et le manque de biens essentiels s'aggrave chaque
jours. L'essentiel des tragédies de cette violence inouïe repose sur les épaules des civils soudanais, a souligné le BCH, appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la protection des populations civiles et à un accès humanitaire sans entrave pour tous ceux qui en ont besoin. Les forces de soutien rapide assiègent la ville d'El Fasher et la bombardent de manière ininterrompue, causant ainsi un désastre humanitaire tel que décrit par l'ONU. Au Nigeria, la transparence sur l'aide internationale est au cœur des débats. L'Assemblée nationale nigériane a lancé mercredi une enquête sur l'utilisation de 4,6 milliards de dollars d'aide internationale destinée à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cette investigation, dont les résultats sont attendus dans un mois, portera sur 1,8 milliard de dollars provenant de fonds mondiaux ainsi que sur 2,8 milliards de dollars venant de l'USAID, couvrant également la polio. Le porte-parole adjoint de la Chambre basse a souligné l'importance de clarifier la situation, le timing et l'impact de ces fonds alloués pour la période 2021-2025. Sécurité au Nigeria, l'armée nigériane a annoncé avoir neutralisé plus de 50 terroristes et blessé une soixantaine d'autres lors d'une opération aérienne et terrestre dans les États du Borno et de Yobe au nord-est du pays. Ces actions ciblant des attaques coordonnées menées par les groupes de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest contre plusieurs bases militaires. Les forces armées nigériennes ont également saisi de nombreuses armes. Le combat contre les groupes terroristes dure depuis plus d'une dizaine d'années au Nigeria. Et en Côte d'Ivoire, la course vers les élections législatives de décembre commence officiellement. En effet, la commission électorale indépendante du pays a annoncé que le dépôt des candidatures pour les législatives du 27 décembre 2025 se tiendra du 21 octobre au 12 novembre. Ces législatives suivront de près les présidentielles du 25 octobre où le président sortant, Alassane Ouattara, est candidat et affronte 4 autres prétendants sélectionnés parmi plus de 60 postulants. La communauté internationale s'inquiète du retard de l'organisation des élections générales prévues avant le 7 février 2027 à Haïti, date du transfert prévu des pouvoir aux autorités élues. Donc, Carlos Ruiz Massieu, représentant de l'ONU, souligne l'absence d'une voie claire vers la gouvernance démocratique stable. Par ailleurs, le Conseil électoral provisoire a identifié 1309 centres de vote pour 6,2 millions d'électeurs dans 9 départements. Et le groupe A3+ appelle au dialogue national et au renforcement de la justice pour restaurer la démocratie en Haïti. Il alerte sur la crise sécuritaire de 1,4 million de déplacés et demande un meilleur contrôle des armes ainsi qu'un financement accru de l'aide humanitaire. Et place à cette bonne nouvelle pour l'équipe algérienne de cyclisme Madar Pro Team, qui a été récompensé comme le meilleur club africain de cyclisme sur route en 2025. Un succès célébré lors d'une cérémonie à Alger. Le club algérien Madar Pro Team a remporté ce prix après avoir dominé le classement des clubs africains dans la discipline du cyclisme sur route. Je souhaiterais que, comme ici en Algérie, avec l'équipe continentale, je souhaiterais que dans beaucoup de pays d'Afrique, il y ait de nombreuses équipes continentales. C'est de cette manière-là que nous allons pouvoir professionnaliser le cyclisme, faire en sorte que les cyclistes africains restent en Afrique, gagnent leur vie en Afrique. Ça, c'est important. Et si nous réussissons à le faire, on aura fait un très grand pas. Je suis totalement optimiste. Je crois qu'on vient à peine de commencer le mandat. Nous avons 4 ans pour développer notre programme, 4 ans pour faire en sorte que le cyclisme africain
puisse prendre son envol. À travers cette distinction, la Fédération africaine a concrétisé une véritable culture de reconnaissance, un hommage symbolique rendu à tous les acteurs du secteur. Cette victoire contre l'équipe rwandaise, suivie de celle face à l'équipe marocaine, intervient à un moment clé illustrant l'engagement de l'Algérie et la vitalité du sport algérien. Cette réussite revient à nos champions qui ont travaillé dur et obtenu des résultats remarquables grâce aussi au soutien constant de l'entreprise Madar en tant qu'institution citoyenne qui a mis tous les moyens à disposition de la jeunesse algérienne pour briller et honorer les couleurs nationales. Cette consécration est due grâce à toute l'équipe athlète et staff. Nous avons pensé une année entière à travailler dur pour arriver à ce niveau et réaliser cet exploit dans un événement aussi important. Si Dieu le veut, l'avenir sera encore meilleur, peut-être même à un niveau européen. Dieu merci, nous avons atteint nos objectifs et dépassé les attentes. Cette distinction est une reconnaissance des grands efforts que nous avons fournis. C'est toujours gratifiant pour un sportif de voir le fruit de son travail se concrétiser sur le terrain. Madame, Monsieur, c'est sur cette note positive et ces images festives, mais surtout cet espoir que s'achève cette édition. Retrouvez l'ensemble de ces informations et plein d'autres sur nos plateformes et réseaux digitaux qui s'affichent en bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous dimanche pour l'actualité africaine. Quant à vous, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur la 24 News.